Schématiquement, vous avez une sécrétion exocrine dans l'estomac qui fabrique les cellules qui sécrètent du mucus et de l'acide chlorhydrique, une sécrétion endocrine assez riche de gastrine, bien sûr, de somatostatine, de sérotonine et d'histamine. Vous avez des contractions autonomes de l'estomac qui aboutissent à la seconde étape de la déglutition de la digestion après la mastication, par le biais de la formation du chyme semi-liquide à partir des aliments ingérés, qui devient à peu près absorbable ou du moins processable par l'intestin. Les trois cadres de pathologie que je vais vous présenter pour l'estomac, c'est les ulcères gastriques ou duodénaux. Quand on parle d'ulcères duodénaux, il faut savoir que c'est toujours le D1, la première portion du duodénum. Dès qu'on arrive dans le deuxième duodénum, il y a de la bile qui arrive à travers la papille. Et à ce moment-là, vous avez un tamponnement de l'acidité gastrique. Et donc plus d'acidité égale plus d'ulcères. Donc voilà, ulcères gastriques ou duodénaux. Ces ulcères gastriques ou duodénaux, ils sont de deux types, de deux grands types de causes. Ou bien c'est des ulcères dits infectieux, qui sont en fait causés par la présence dans l'estomac d'une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Et l'association de cette bactérie à l'acidité gastrique fait le lit d'ulcères gastriques, duodénaux, voire de cancers gastriques, mais pas duodénaux. Ou alors les ulcères, ça peut être lié ça peut être iatrogène, toxique, lié à la prise de médicaments qui vont être gastrotoxiques, qui vont être agressifs pour la muqueuse gastrique, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc qui sont voilà, des anti-inflammatoires, des antalgiques en particulier utilisés en rhumatologie. Deuxième grand cas de nosologique, le cancer de l'estomac, donc c'est un adénocarcinome essentiellement, puisque c'est une muqueuse glandulaire, donc quand elle se cancérise, c'est des adénocarcinomes. Ce qu'il faut savoir, donc voilà, ça va se révéler assez peu par des symptômes obstructifs, dysphagiques, ça va être plutôt vraiment une altération de l'état général ou éventuellement une hémorragie digestive qui va révéler cet adénocarcinome. Et il faut savoir que endoscopiquement, on peut confondre un cancer gastrique et un ulcère gastrique. Et puis troisième cadre, ce qu'on appelle la dyspepsie fonctionnelle, c'est-à-dire en fait des patients qui se plaignent de symptômes digestifs, épigastriques, compatibles avec une pathologie de l'estomac ou de l'œsophage, mais chez qui on ne va pas mettre en évidence d'anomalies cliniques, enfin de l'examen physique, biologique, endoscopique et y compris histologique lors des biopsies de l'estomac. Donc en fait, c'est une sorte de fourre-tout où on met tous les patients qu'on n'a pas réussi à faire rentrer dans un autre cadre et qu'on va traiter symptomatiquement, qu'on va traiter d'abord en les rassurant, en leur disant voilà, vous n'avez pas de cancer de l'estomac, et deuxièmement en traitant leurs symptômes. La douleur ulcéreuse typique, c'est une douleur épigastrique à type de crampe, de torsion, sans irradiation, d'intensité variable, parfois très intense, et qui va durer 30 minutes à 2 heures, plutôt postprandial, tardif, et qui correspond à une sensation de faim douloureuse, souvent nocturne, parfois d'ailleurs avec des réveils nocturnes. La caractéristique de cette douleur, à part qu'elle est postprandiale, qu'elle est dans cette région-là épigastrique, c'est qu'elle va avoir une périodicité, elle va survenir tous les jours pendant quelques semaines, et puis disparaître, et puis revenir encore quelques semaines plus tard. Et elle est calmée par la prise d'aliments et la prise d'antiacides, donc de traitement alcalin. C'est évidemment un signe très évocateur, cette douleur ulcéreuse épigastrique avec une périodicité. Mais évidemment, il y a des symptômes atypiques d'ulcères. Il y a des ulcères qui sont latents, qui sont découverts fortuitement quand on fait un examen pour une autre cause, qui vont être directement révélés par des complications, en l'occurrence l'hémorragie, si jamais l'ulcère en creusant finit par éroder un vaisseau, ou alors une perforation, si en creusant il finit par, si l'ulcération finit par toucher toute la paroi du duodénum ou de l'estomac. Et la clinique ne permet pas de différencier l'ulcère gastrique, duodénal ou cancer gastrique, d'où l'importance de l'endoscopie dans cette indication. Les symptômes dyspeptiques, donc l'espèce de fourre-tout dans lequel on va mettre tout ce qui n'est pas ulcère ou cancer, mais qui est quand même traduit par des symptômes dans lesquels les patients vont quand même se plaindre de symptômes digestifs hauts. C'est une douleur à type de tension épigastrique, de ballonnement, de pesanteur. Les patients vont avoir l'impression que les aliments leur restent sur l'estomac, ils n'arrivent pas à digérer. C'est pas vraiment une douleur, c'est plutôt une sorte de gêne. C'est souvent lié quand même au repas, c'est relativement plus précoce que la douleur ulcéreuse, immédiatement après de manger, et il n'y a pas de périodicité comme dans la douleur ulcéreuse. Ça peut s'associer à des nausées ou des éructations, et évidemment ça a une valeur sémiologique faible puisque vous avez des ulcères ou des cancers
qui sont qui peuvent être polysymptomatiques, qui peuvent se traduire comme ça. Voilà à quoi ressemble en endoscopie des ulcères et des cancers gastriques. Vous voyez que c'est assez semblable. Ici, on est dans le bulbe duodénal. Ça, c'est de la muqueuse normale. Et ces petites pertes de substance à l'emporte-pièce, un peu blanchâtres parce que c'est recouvert de fibrine, c'est un ulcère. Ici, c'est pareil. On est aussi dans le bulbe duodénal. Et vous avez ici une perte de substance. Un ulcère, c'est une perte de substance de la muqueuse ou de la peau, ça existe aussi sur la peau. Avec au fond un petit vaisseau visible. On est probablement dans le cadre d'une hémorragie digestive récente. Cancer gastrique, vous voyez que c'est assez similaire. Il y a une zone qui va être ulcérée avec une perte de substance. Ici en plus vous avez cette espèce de bourgeonnement en périphérie qui est assez suspect. Même chose, une ulcération et puis une zone bourgeonnante en périphérie. Pareil, même image. En pratique, quand on a ces symptômes épigastriques, donc qui sont en rapport avec potentiellement une pathologie gastrique, ou bien il n'y a pas de signe d'alarme, et vous avez vu que c'est des symptômes très fréquents. Hein. Je veux dire, une gêne de l'épigastre après manger, c'est quand même quelque chose que vous avez de bonnes chances d'avoir, si ce n'est ressenti vous-même, que vous pouvez entendre décrit dans votre environnement proche. Donc si c'est récurrent et qu'il n'y a pas de signe d'alarme, on propose aux patients un test diagnostique à la recherche d'Helicobacter pylori. Donc c'est un test respiratoire qui va nécessiter un traitement, qui va nécessiter une endoscopie et un traitement antiacide d'épreuve. C'est-à-dire 28 jours de traitement par inhibiteur de la pompe à protons. S'il y a des signes d'alarme ou un échec ou une récidive après le traitement d'épreuve, ou si on a un test diagnostic d'Helicobacter pylori positif, on fait une endoscopie œsogastro-duodénale. Les signes d'alarme cette fois-ci, c'est grosso modo la même chose que pour la dysphagie, avec quelques petites différences près. Un âge de plus de 45 ans, une altération de l'état général, une anémie qui va suggérer une hémorragie digestive ou un saignement digestif à bas bruit, un contexte familial ou ethnique en faveur d'un cancer de l'estomac, des antécédents familiaux en fait au premier degré de cancer de l'estomac, ou c'est essentiellement ça. Contexte ethnique en fait c'est essentiellement les patients d'origine portugaise qui sont souvent prédisposés, qui peuvent être prédisposés au cancer de l'estomac. Et puis la prise de traitements gastrotoxiques, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens essentiellement, ou la corticothérapie.